Bonjour. Dans cet exposé, nous allons dire quelques mots d'introduction sur ce qu'on appelle l'analyse de survie. Alors nous allons voir comment on trace une courbe de survie, comment on l'analyse par la méthode dite de Kaplan-Meier, puis comment comparer deux courbes de survie par le test du log-rank, et enfin nous aborderons les prémices de l'analyse multivariée par le modèle de Cox. Pour suivre cette présentation, il est utile d'être familiarisé avec la notion de taux d'incidence et de risque relatif, de connaître le test de Key 2, et pour ceux qui iraient jusqu'au modèle de Cox, à la fin de l'exposé, de connaître les principes des modèles de régression. Alors toutes ces notions font l'objet de vidéos spécifiques sur cette chaîne. Alors comme exemple, nous allons nous mettre dans la situation de suivre un groupe d'individus ayant subi un événement initial et l'éventuelle survenue d'un événement final. Par exemple, nous allons prendre un groupe de femmes stériles ayant subi comme événement initial la mise en route d'un traitement de stimulation de la fonction ovarienne, et certaines vont connaître un événement final, qu'on peut qualifier ici d'heureux, la survenue d'une grossesse attendue. Alors, on va décider d'inclure toute une série de femmes, mais au début on ne sait pas à quelle date on va pouvoir les inclure. À un moment donné, la femme numéro 1 est traitée, à un autre moment on traite une deuxième femme, puis une troisième, etc. Si on laisse ces données ainsi, alors cela va être difficile de calculer des taux de survenue de grossesse à un instant donné puisque les sujets sont inclus de façon échelonnée dans le temps. On va donc transformer l'échelle des abscisses en remplaçant la date du calendrier par la durée qui s'écoule depuis l'événement initial. Donc on va considérer comme origine du temps pour chaque femme le moment de l'événement initial, c'est-à-dire le jour de début de son traitement. On va fixer la fin de l'étude de façon telle que l'ensemble des femmes incluses subissent toutes la même durée de suivi, quelle que soit la date où on les a incluses. Alors vous reconnaissez là le procédé d'une étude de cohorte. Lorsque pour chaque sujet la période de suivi est achevée, on peut compter le nombre de grossesses, colorées ici en bleu, et on peut mesurer leur taux de survenue. Ici, 6 sur 8, soit 75%. Mais c'est une façon un peu grossière de voir les choses. Car en faisant cela, on ne tient pas compte du moment où la grossesse est survenue. Entre ce profil-ci et celui-là, le taux de grossesse est exactement le même en fin d'étude. Mais on voit qu'elles sont plus tardives dans ce cas de figure que dans le précédent. Alors comment tenir compte du moment où pour chaque individu l'événement final, c'est-à-dire la survenue de grossesse, s'est produite? Alors un moyen simple pourrait être de mesurer les taux à différentes périodes, comme ici ou comme là, mais la méthode serait un peu maladroite. On pourrait aussi calculer la moyenne des délais de grossesse, mais on peut le faire que chez les femmes qui sont devenues enceintes. Alors ce qu'on a envie de faire, c'est de prendre en compte tous les délais de grossesse survenus avant la fin de la période de suivi, ce qui va nous donner une indication beaucoup plus fine que le simple taux final, comme on le ferait un peu si on voulait calculer des taux de densité d'incidence. Alors nous allons prendre un exemple où nous allons étudier la survenue de grossesse dans un groupe de 23 femmes stériles traitées par un produit stimulant la fonction ovarienne. Alors je précise que l'exemple est totalement fictif, il va juste nous servir à manipuler des chiffres. Donc le suivi de chaque femme s'étale sur une durée de 48 mois, soit 4 ans, et on suit les femmes sur des intervalles de 1 mois. Donc l'événement initial pour chaque femme est la date du début du traitement, l'événement final éventuel est la date de survenue de la grossesse. À chaque fois qu'au moins une grossesse survient, eh bien on va faire le bilan du nombre de femmes qui étaient encore non enceintes au début du énième mois où s'est produit l'événement. On compte le nombre de grossesses survenues pendant ce mois, le nombre de femmes perdues de vue pour lesquelles on n'a plus d'informations sur leur statut, et on pourra alors calculer la probabilité de grossesse pendant le mois, que j'appelle Q indici, qui est égal au nombre de grossesses divisé par le nombre de femmes diminué de celles qui ont été exclues. L'inverse de cette probabilité, c'est-à-dire la probabilité d'échec au traitement pendant ce mois, je l'appelle P indici, et enfin, la probabilité totale d'échec depuis le début du suivi, S, qui est égale à la probabilité d'échec de la période par le produit cumulé des probabilités d'échec des périodes antérieures. Alors le mieux est de voir cela à l'aide d'un tableau. Donc ici au mois 0, 23 femmes non enceintes sont incluses et démarrent leur traitement. Il y a donc encore 0 grossesse, donc une probabilité de ne pas être enceinte de 100%. Au 5e mois, survient une grossesse. La probabilité de grossesse à 5 mois après traitement est donc de 1 sur 23 femmes non enceintes au début du mois, soit 4%. Et la probabilité inverse est de 96%. Au total, pour cette première période où s'est produit un événement, la fonction S donne une probabilité de ne pas être enceinte, c'est-à-dire une probabilité d'échec de 96%. Au 10e mois, une succession de 8 grossesses se produit.
Par ailleurs, une femme a été perdue de vue. Elle sera exclue à partir de maintenant. Donc la probabilité de grossesse au 8e mois, après traitement, est donc de 8 sur 22 femmes qui étaient encore non enceintes au début de ce mois, moins une dont le statut est inconnu. Donc 8 sur 21, ce qui fait 38%. L'inverse est de 62% et la probabilité cumulée d'échec est de 0,62 par la probabilité antérieure, 0,96, soit 59%. Au 13e mois, il reste 13 femmes dont on connaît le statut et 2 nouvelles grossesses surviennent et on remplit le tableau comme précédemment. Et ainsi de suite jusqu'au dernier événement qui se produit au 44e mois. Après, on n'observe plus de nouvelles grossesses jusqu'à la fin du suivi de 48 mois pour toutes les femmes traitées. On constate qu'à la fin de cette étude, la probabilité d'échec calculée sur l'ensemble de l'étude est de 9%. Grâce à ce tableau, on va pouvoir tracer la courbe de la fonction S sur un graphe en fonction du temps. Donc on obtient le graphe suivant en escalier qui représente très exactement l'évolution de la probabilité d'échec au traitement au cours du temps en prenant en compte chaque événement individuel. Alors nous allons voir les choses de façon un peu plus formelle avec la méthode dite de Kaplan-Meier. Le schéma classique d'une étude de survie consiste à suivre dans le temps un groupe d'individus ayant subi un événement initial, par exemple le début d'une maladie grave, et la survenue d'un événement final, le décès. C'est pour cela qu'on utilise le terme d'analyse de survie, le décès étant, hélas, l'événement le plus facile à caractériser de façon précise dans le temps. Alors dans une analyse de survie classique, on travaille avec le tableau de données suivant, analogue à ce qu'on vient de faire, le nombre V de sujets encore vivants au début de chaque intervalle, le nombre D de décès pendant l'intervalle étudié, le nombre E de perdus de vue, exclus, la probabilité Q de décès dans l'intervalle, qui est le nombre de décès divisé par le nombre de vivants moins le nombre d'exclus, la probabilité P de survie dans l'intervalle, 1 moins Q, et enfin, la probabilité de survie à l'instant final qui est égale au produit de P par la probabilité de survie de l'intervalle précédent, c'est-à-dire le produit de tous les P de chaque intervalle. Donc voici un exemple de tableau de données qui aboutit à la fonction de survie, qu'on peut caractériser par le graphe de la fonction de survie, et cette façon de procéder, c'est ce qu'on appelle la méthode de Kaplan-Meier. La courbe représente la probabilité de survie à un instant T. Alors, il existe d'autres méthodes dites actuarielles ou directes dont le principe reste le même, à quelques détails de calcul près sur les intervalles, et je n'en parlerai pas, la méthode de Kaplan-Meier étant la plus utilisée. Alors, pour ne pas faire les calculs à la main, on peut utiliser des logiciels. Alors pour cela, il faut disposer les données sous forme d'un tableau avec une ligne par individu. Dans cet exemple, on a 23 individus numérotés de 1 à 23 à gauche. La colonne temps indique l'espace de temps t pendant lequel un événement est survenu pour chaque individu. La dernière colonne indique le statut d'un individu. Le 1 indique un décès, ou l'événement final, quel qu'il soit. Le 0 indique un perdu de vue, ou l'absence de survenue de décès à la fin du suivi. Par exemple, l'individu numéro 2 est décédé au 10e mois, si l'unité de temps choisie est le mois. L'individu numéro 16 a été perdu de vue au 14e mois. Le numéro 23 était encore en vie au 48e mois, à la fin de la période de suivi. Alors avec le logiciel Biostat TGV, accessible en ligne gratuitement, c'est très simple. Il suffit de copier les deux colonnes de données du temps et du statut, et en un clic, on obtient la courbe de Kaplan-Meier, avec en prime les intervalles de confiance pour chaque probabilité de survie. Alors, avec Stata, il faut écrire deux commandes. La première commande qui transforme le tableau en données de survie liées au temps. Donc c'est st7 avec le nom de la variable qu'on a appelée temps, virgule, fêlure, qui veut dire échec, avec entre parenthèses la variable statut. Et ensuite, on écrit la commande sts graph pour obtenir le graphique. Alors, la présentation d'une courbe de survie, en tant que telle, n'a qu'un intérêt descriptif. L'analyse de survie prend tout son intérêt lorsqu'on désire comparer plusieurs courbes entre elles. Nous allons reprendre notre exemple d'analyse de survie. On va imaginer que cette courbe concernait un groupe de sujets ayant subi un traitement A. Et voici en rouge une autre étude réalisée dans les mêmes conditions avec un traitement B. Et la question qui se pose, le traitement B est-il meilleur que le traitement A? Alors apparemment oui, pour deux raisons. Tout d'abord, le taux global de survie est supérieur, et deuxièmement, la survenue de décès est constamment plus tardive avec le traitement B. Mais ces différences sont-elles significatives? Alors, il existe plusieurs tests de comparaison de deux courbes de Kaplan-Meier, le plus commun étant le test du log-rank.
comme tout test statistique, on pose une hypothèse nulle, les courbes de survie dans les populations dont sont issus les deux échantillons sont identiques. Hypothèse alternative, les courbes sont différentes. Alors pour préparer le test de log-rank, il faut disposer les données dans un tableau d'effectifs combiné des deux groupes. Au temps 0, on a 23 sujets vivants dans le groupe A et 25 sujets dans le groupe B. Et on remplit une ligne pour chaque période pendant laquelle au moins un décès s'est produit dans un groupe ou dans l'autre. Au 5e mois, il s'est produit un décès dans le groupe A et 0 décès dans le groupe B. Au début du 10e mois, il reste 22 vivants dans le groupe A et il survient 8 décès dans ce mois. Il n'y a toujours aucun décès dans le groupe B. Au début du 11e mois, il reste 14 vivants dans le groupe A, etc. Alors, il faut maintenant calculer les effectifs de décès théoriques dans le groupe A, c'est-à-dire le nombre de décès qu'on observerait s'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Alors pour chaque ligne, l'effectif théorique, CA, est égal au total des décès divisé par le total des vivants et multiplié par les vivants du groupe A. Pour le 5e mois, l'effectif théorique égale 1 décès divisé par le total des 48 vivants et multiplié par les 23 vivants du groupe A, soit 0,48. Pour le 10e mois, on a un total de 8 décès divisé par le total des 47 vivants restants et multiplié par les vivants restants du groupe A, 22, soit 3,74. On continue ainsi pour chaque ligne et on obtient finalement, à côté des totaux des décès observés, le total de l'effectif théorique de décès du groupe A. S'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, on devrait observer 13,5 décès. Alors, il faut maintenant calculer les effectifs de décès théoriques pour le groupe B. C'est le même principe, mais on multiplie le rapport décès sur vivants par les vivants du groupe B de chaque ligne. On obtient ainsi la colonne des effectifs théoriques de décès du groupe B. On obtient son total. On vérifie que la somme des effectifs des décès théoriques est bien égale à la somme des décès observés. Alors on aurait pu d'ailleurs aller plus vite pour trouver la somme du groupe B en retranchant le total des 13,5 effectifs observés du groupe A du total des 36 décès observés. Mais c'était pour montrer comment tout cela fonctionne. Alors ensuite, il suffit de calculer un Qui2 à 1 degré de liberté qui est égal à la somme des carrés des différences observées, moins théoriques, divisé par les effectifs théoriques comme un Qui2 ordinaire. On obtient un Qui2 de 6,7 à 1 degré de liberté, ce qui nous donne un petit p de 1%. On peut donc conclure en affirmant que la survie, quelle que soit la période envisagée, est globalement plus longue avec le traitement B. Alors, si on avait obtenu ces résultats avec notre exemple numéro 1 d'un traitement stimulant la fonction ovarienne, on aurait dit au contraire que le traitement A permet de provoquer plus de grossesse que le traitement B, mais surtout qu'elles surviennent plus fréquemment après le lancement du traitement. Alors comme pour tout test, il existe des conditions d'application d'un test de log-rank. S'il y a des perdus de vue, il faut, comme dans l'analyse de Kaplan-Meier, les intégrer dans le tableau en diminuant le nombre de vivants d'une période du nombre de perdus de vue lors de la période précédente. Alors ceci dit, il faut que le nombre de perdus de vue reste négligeable par rapport au nombre de sujets inclus, sinon le test n'est plus interprétable. Deuxième condition, les courbes ne doivent pas se croiser. Dans ce cas, on pourrait très bien obtenir une différence significative qui montrerait que les courbes ont une allure différente, mais dont l'interprétation en faveur de l'une ou l'autre serait à l'évidence absurde. Alors tous ces calculs fastidieux du test de log-rank, on évitera de les faire à la main. Avec Biostat et GV, il suffit de copier les deux colonnes des données du temps et du statut, le décès par exemple, et on obtient immédiatement le résultat du Qui2 et le petit p. Avec Stata, comme avec d'autres logiciels du même type, il faut disposer tous les individus sur une seule colonne. Il faut donc créer la variable de catégorie qui les différencie. Ici, il s'agit du traitement A ou B. Ensuite, on lance la première commande st7 que nous avons déjà vue pour structurer les données en modèle d'analyse de survie. Et enfin, la commande du test proprement dit, sts, test, suivi du nom de la variable de catégorie, ici le traitement trt. Et on obtient le résultat du test de Qui2 et le petit p. Alors, lorsqu'on faisait un test de log-rank, on était dans la situation d'une analyse univariée. Nous n'avions qu'une variable, le traitement dans notre exemple avec deux modalités. Mais il est possible également de comparer des courbes de survie en ajustant l'analyse sur plusieurs variables, comme on le fait avec les modèles de régression linéaire. Alors, vous vous souvenez que les modèles de régression permettent de relier une variable dépendante y à des variables explicatives x.
Les sorties sont des coefficients bêta de chaque variable x qui sont l'équivalent des risques relatifs entre chaque modalité. Le modèle de régression de Cox relie aux variables explicatives x une variable dépendante, y de t, qui est la probabilité de survenue d'événements modélisée par une date de survenue. On va continuer à prendre le décès comme exemple. On appelle probabilité de survenue du décès, à l'instant t, le risque instantané de décès pour un individu. Alors on va passer un peu vite sur le calcul de cette probabilité instantanée, qui est un peu comme le calcul d'une incidence instantanée. Si on a une variable x à deux modalités, par exemple un traitement A ou B appliqué à deux séries d'individus, on peut calculer le risque instantané de décès pour un individu soumis au traitement A et le risque instantané de décès pour un individu soumis au traitement B. Le rapport entre ces deux risques est un risque relatif instantané. On l'appelle hazard ratio en anglais HR. Le modèle de Cox, comme tous les modèles de régression, ne calcule pas directement le HR. Il calcule, par la méthode du maximum de vraisemblance, le coefficient bêta du modèle pour chaque variable x. Et comme dans les autres régressions, on en déduit le hazard ratio, qui est l'exponentielle de ce coefficient bêta. Alors dans cet exemple univarié, la variable étudiée, donc c'est le type de traitement qui a les deux modalités A ou B, le coefficient bêta fourni par le modèle de Cox est de 1,4. Et son exponentielle donne le risque relatif instantané, le HR, de 4,1. Donc on conclut en disant que quel que soit le temps, le risque instantané de décès pour un individu est 4,1 fois plus élevé avec le traitement A. Alors, lorsque l'analyse est univariée, il est superflu d'utiliser le modèle de Cox. Ce résultat est l'équivalent du résultat du petit p du test de Lagrange vu précédemment. Son intérêt en fait réside dans sa capacité, comme les modèles de régression, à analyser plusieurs variables en même temps. Alors, nous n'allons pas rentrer dans le détail des calculs qui sont fort complexes et nous allons voir comment interpréter les sorties d'un logiciel qui traite un modèle de Cox. Alors, avec la plupart des logiciels, comme Stata, il faut présenter les données sous forme de tableau avec une ligne par individu. La variable à déclarer comme variable dépendante, c'est la variable que j'ai nommée temps. C'est la période de survenue de l'événement pour un individu donné. La variable événement, fêlure dans Stata, est nommée ici décès. Le premier sujet est décédé au 5e mois. Les autres variables sont les variables explicatives X. Le type de traitement, que j'ai codé 1 pour le traitement A et 0 pour le traitement B. Le sexe a été codé 1 ou 2, un index biologique de gravité codé de 1 à 3 et l'âge en années. Alors, avec Stata, il faut lancer une première commande st7 que nous avons déjà vue pour structurer les données en modèle d'analyse de survie, puis la commande stcox avec le nom des variables explicatives. Et on obtient le tableau de sortie suivant avec les risques relatifs instantanés, c'est-à-dire les hazard ratios ajustés. Leurs intervalles de confiance à 95% qui excluent ou non la valeur 1 de l'hypothèse nulle. Cette exclusion est équivalente au petit p inférieur à 5%. Alors, si on préfère travailler sur les coefficients bêta, on ajoute après une virgule l'option NOHR pour No Hazard Ratio et on obtient le tableau du bas avec les coefficients bêta qui s'interprètent exactement de la même façon autour de la valeur 0 comme hypothèse nulle. Alors comment interprète-t-on ces tableaux de sortie d'une régression de Cox? On va prendre le tableau des Hazard Ratio, plus facile à lire, et on va zoomer un peu pour y voir plus clair. On constate que le risque de décès instantané lié au traitement A est 3,84 fois plus élevé qu'avec le traitement B. L'intervalle de confiance exclut la valeur 1. Alors, cette valeur de 3,84 est à rapprocher de la valeur 4,1 que nous avions trouvée en analyse univariée avant ajustement sur le sexe, l'index de gravité et l'âge. Le sexe et l'âge sont sans effet significatif. En revanche, l'augmentation de chaque degré de l'index biologique de gravité multiplie le risque instantané de décès par 2,7. En conclusion, dans cette étude de survie, nous avons deux facteurs qui sont liés significativement à la diminution de la survie. Le traitement A, moins efficace que le traitement B, et l'index de gravité qui est d'autant plus élevé que la survie est plus courte. Alors, j'ai été très rapide dans cet abord initiatique du modèle de Cox, dont la théorie des calculs utilisant le maximum de vraisemblance sont très complexes. Alors, avant d'appuyer sur le bouton de la commande d'un logiciel, il y a néanmoins une condition fondamentale à respecter. Pour chaque variable, on doit faire l'hypothèse que les risques sont proportionnels dans le temps.
C'est-à-dire que quel que soit le temps, les hazard ratios doivent être supposés identiques. C'est la condition de la pertinence du calcul des risques instantanés. Dans ce cas de figure, on constate que les deux courbes s'écartent pendant la première partie du temps de suivi, puis qu'elles se rejoignent vers la fin. Les risques instantanés ne sont donc pas proportionnels, le ratio ne sont pas constants et dans ces conditions, on ne peut pas appliquer le modèle de Cox basique. Et c'est encore pire dans ce cas de figure qu'on a déjà vu pour le Lagrange, où on voit à l'évidence que les rapports de risque varient et même s'inversent avec le temps. Donc on ne peut pas utiliser un modèle de Cox à moins de diviser l'analyse en strates, ce qui est encore possible, mais cela nous emmènerait beaucoup trop loin. Alors pour ne pas oublier cette condition fondamentale, il suffit d'utiliser l'appellation plus générale du modèle de Cox, qui est celui de modèle à risque proportionnel, qui définit bien son cadre d'utilisation. Je vais m'arrêter là pour ce bref aperçu de l'analyse de survie. Souvenez-vous que ce terme de survie n'est pas limité à l'analyse de la mortalité. Ce type d'analyse, on l'a vu, peut s'appliquer à toutes sortes de situations où on cherche à mesurer la survenue d'événements au cours du temps. Par exemple, après le début d'un traitement, la survenue de la guérison, ou d'une grossesse comme on l'a vu. Ou encore, à l'inverse, la survenue d'effets indésirables. Cela peut être la survenue d'une rechute après guérison, ou encore la survenue d'une maladie malgré une vaccination préalable. On peut aussi utiliser les méthodes d'analyse de survie dans des situations très éloignées de la médecine. Par exemple, la survenue de panne après la mise sur le marché d'une machine, ou encore dans toutes sortes de situations où on mesure le taux d'apparition d'un événement final en fonction d'un événement initial. Donc enfin, je vous quitte sur un seul message. Avant d'utiliser un logiciel d'analyse de survie et de faire mouliner vos chiffres, regardez tout simplement vos données graphiquement. C'est la plus sûre manière de vérifier si vos résultats ne sont pas totalement aberrants. Et je vous dis à bientôt.